very highly educated. I know words, I have the best words. Most importantly, I brought my Bible. Voilà, bonjour, bonsoir, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, suivant à quelle heure vous nous écoutez. La plupart des gens nous écoutant, comme chacun le sait, non pas en direct, mais en streaming, audio ou vidéo. Donc voilà, bienvenue à vous. Ce soir, on va reprendre un chantier qui a été engagé et mis en route l'année dernière, à la saison 2. En cette saison 3, il nous semblait bien de commencer à clore un petit peu les divers chantiers ouverts. Vous vous rappelez qu'on avait commencé à lire un tapuscrit, Hollywood aller et retour, souvenir, de Alex G. Manuel, tapuscrit qui nous avait été retrouvé dans un carton marqué choses précieuses de la Cinémathèque, carton lui-même donné à la Cinémathèque avec une partie de ses archives par le photographe Luc Chesset, qui s'était retrouvé en possession de ce tapuscrit puisque son auteur, Alex Manuel, membre de sa famille, lui avait remis ce texte écrit et qui raconte en gros sa vie. Dans les 12 premiers chapitres que nous avons lus ensemble, ou que j'ai lus devant votre œil et votre œil, comment dire, étonné, parce que c'est un texte un peu étonnant, Alex Manuel avait quitté Lausanne, s'était rendu à Hollywood et il nous a relaté un tout petit peu son parcours là-bas, ses amours, qu'on imagine point trop platoniques mais écrits comme tels. Et puis nous l'avons quitté à la fin du chapitre 12 alors qu'il décidait d'interrompre une carrière qu'il estimait vouée à la médiocrité. Tout le monde n'a pas cette lucidité dans le monde du cinéma. Donc voilà, on va reprendre un tout petit peu le cours de sa vie qui va nous amener de Hollywood à New York, puis de New York en Afrique du Nord, puis de l'Afrique du Nord en Italie, puis de l'Italie à New York, nous le verrons. Pour rappel encore, la préface du tapuscrit qu'on est en train de lire était signée par William Wyler, Benour, entre autres. William Wyler, qui, on l'apprend ici, était un réalisateur suisse. Chapitre 13, Goodbye Hollywood. Voilà, mon compte était réglé. Je savais enfin à quoi m'en tenir. C'était la chute du songe à la réalité. Et la réalité, c'était l'échec. Échec complet de ma course au succès. Échec, failure, fourvoiement, fêlure, le fond du corridor. Là, tracé dans le tapuscrit, puits, le fond du puits changé par corridor. La perte de mes plus chères illusions. J'étais venu à Hollywood non seulement pour essayer d'y atteindre l'indépendance financière, mais aussi parce que le cinéma, et en particulier Douglas Fairbanks, qui incarnait à mes yeux la magie du cinéma américain, avait allumé en moi une flamme sacrée. La jeunesse veut des exemples. Douglas m'avait conquis par sa verve, sa fougue, son inaltérable gaieté, et j'avais eu envie de vivre, de faire comme lui, de faire triompher la vie, la beauté, la bondissante fraîcheur de la vie aux yeux de tous. Et voilà, j'avais fait un lamentable fiasco de ma vie. Ce fut une leçon dont je ne compris le sens que plus tard. Cependant, j'avais toujours ma place, le pain assuré, et rien ne m'aurait empêché de la garder, d'essayer d'apprendre le métier et de devenir cet acteur honorable dont M. Conway m'avait parlé. Mais l'idée ne m'attirait pas du tout. On en voit trop souvent de ces pauvres acteurs honorables et peu doués qui vieillissent jouant de petits rôles dans des films secondaires et en eux, je voyais l'image dégradée de ce que je serais un jour si je restais là. Après des années d'un travail morne et sordide, de moins en moins en demande, ils sont pour finir complètement mis de côté comme de vieux jetons poussiéreux. À vrai dire, au-delà de mes déconfitures, j'éprouvais un considérable soulagement à ne plus devoir être acteur. J'abandonnais toute idée d'emprunt et de prétention et jetais de nouveau un regard d'enfant sur le monde. Je continuais à faire régulièrement mon travail, mais le faisais aussi vite que possible pour m'en débarrasser et pouvoir ensuite redevenir moi-même. Je lisais beaucoup, empruntais des livres à la bibliothèque publique et lisais les Upanishads, les Vedas et Elie Metchnikov.
Je voulais faire le tour de la pensée humaine, moderne et passée, des arts, des sciences et des religions. Je lisais et relisais certains poèmes des Leaves of Grass de Whitman. Ils devenaient pour moi des espèces d'incantations qui incitaient mon âme à flâner et à répondre aux appels de son destin secret. Oh, comme je savourais mes loisirs! J'adorais l'odeur douce des collines sauvages au-dessus d'Hollywood, et le soir, j'allais m'y promener en rêvant. Je me laissais aller, n'étant plus que docile et souple, plié sur moi-même comme un ruisseau se plie à son lit. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire, mais voyais que secrètement, depuis 2 ans, j'avais regretté ma vie d'étudiant. Je voyais que je m'étais senti perdu dans le monde caquetant, jaloux et frivole du cinéma, perdu comme un chien dans une salle de bal. Et un immense besoin de fuir, de recommencer m'envahissait. Le moi de surface ayant pris une bonne pile, ce qui était dessous reprenait le dessus. Après quelques semaines d'hésitation et de réflexion, mon chemin commença à se préciser. La consistance du réel, la nature intime de la matière, avait de tout temps captivé mon attention. Mais il avait été amplement démontré en Suisse que ma prétentieuse tentative de faire de la chimie avait été tout à fait contraire à mes goûts véritables. Ce qui m'habitait vraiment, et je le découvrais chaque jour davantage, était une intense curiosité de tout ce qui concerne la vie, la matière vivante. J'avais pensé à une douzaine de professions, mais pour finir, ce fut la médecine qui l'emporta, surtout à cause de la liberté personnelle qu'elle semblait laisser. Je soupirais toujours après l'indépendance, qui me permettrait un jour de faire exactement ce que je voudrais. Et ce que je voulais faire avant tout, c'était étudier la biologie. Je dévorais tout ce que je pouvais trouver touchant la physiologie, les échanges d'énergie dans les tissus, la fonction de l'appareil respiratoire, le système nerveux, la circulation du sang, la contraction des muscles, l'élaboration de la pensée. Sans parler de la mémoire, des merveilles de l'instinct, de la migration des oiseaux, de la télépathie. Sans parler de ces pressentiments d'immortalité dont parle Wordsworth, et autres secrets bien gardés du cosmos, vivants qui ne nous parviennent que voilés, furtifs, perceptibles à peine, et seulement quand nous sommes détachés des soucis de ce monde. Alors donc, puisqu'il me fallait d'abord gagner ma vie, la médecine s'est imposée. Et c'est sans demander conseil à personne que je fis ce choix qui allait déterminer ma vie. Personne ne m'avait jamais dit que tu ferais un bon médecin. Et moi-même, je ne doutais guère de ce que serait ce métier où je m'engageais si désinvoltement. Je n'ai jamais vu très clairement mon chemin, mais ai suivi d'instinct une étoile cachée. Je sais maintenant qu'elle ne m'a pas trompé, car en outre, j'aimais tous les êtres souffrants, les animaux encore plus que les hommes, et peut-être aurais-je encore mieux fait de devenir vétérinaire. Les malfichus, les mourants de faim, les fimères, les bons à rien, et comptais en voir beaucoup dans ce métier. J'ai toujours haï la maladie, non pas parce qu'elle nous rapproche de la mort, mais parce qu'elle nous diminue, nous met à la merci des autres, sous leur dépendance. Et je voulais la comprendre et la vaincre pour m'en débarrasser et en débarrasser la terre. Cette décision prise, je me sentis bien. J'en fis part à Virginia et à mes autres amis, qui tous m'en félicitèrent. Il ne restait aucun obstacle matériel à mon départ, et je donnai ma démission à l'Universal, où personne non plus n'essaya de me retenir. J'étais libre. Les meilleures écoles de médecine américaines étaient alors dans l'Est, et je choisis New York parce que je me rappelais m'y être senti libre et anonyme, et afin d'être plus près de l'Europe, sans toutefois y retourner, rentrer en Suisse eût été admettre une défaite, et je ne me sentais pas vaincu par les États-Unis. Au contraire, je m'y sentais chez moi. Les grands espaces, la vitalité de ce pays m'allaient et me vont comme un vêtement favori, faisant comme partie de moi-même. J'aime ce peuple remuant, actif, débordant d'énergie, cette tumultueuse masse d'humanité, sujette à tant d'intérêts contraires, si mesquins et si généreuse, si assoiffée, si mesquine et si généreuse, si assoiffée de bien, si dure, si confiante en apparence, et pourtant si hésitante dans son fort intérieur, si humaine. Avril 1923. Dernier rendez-vous avec Virginia. Nous nous sommes rencontrés dans le petit bois d'eucalyptus au-dessus de chez elle, qui est aussi un parc public très peu fréquenté. Je l'ai attendue longtemps dans le silence du soir et l'air qui sentait bon. J'étais triste et regardais l'allée par où elle devait venir, mais je ne voyais rien. Je me répétais seulement
tout cela va finir. Demain, je serai loin et ce sera fini. Il y a eu un bruit de pas sur le gravier et elle a été là. Comme elle était jolie. Sous la peau lisse de ses joues, un peu de rouge était venu, tandis qu'elle respirait plus vite de s'être dépêchée et sa bouche était entr'ouverte. Mais il n'y avait aucune joie en nous. Je l'ai prise par la main et nous nous sommes assis sur un banc. Et je l'ai assise tout contre moi et je l'ai attirée contre moi, appuyant sa tête contre mon épaule. Elle se laissait faire, elle ne semblait rien voir, elle regardait devant elle, et je vis que ses yeux étaient pleins de larmes, tandis qu'elle arrangeait sa jupe sur ses jambes. J'ai pris sa main et je l'ai serrée dans la mienne, et l'ai tenue dans la mienne un long moment. Mais elle ne serrait pas la mienne. Puis, comme je l'avais lâchée, je vis que cette main retombait à son côté, toute molle. Je lui ai dit « Virginia ». Elle ne semblait pas entendre. « Virginia, me veux-tu » Elle fit oui de la tête. « Embrasse-moi ». Elle a tracé une dernière fois, mais tracé doublement dans le tapisserie. « Embrasse-moi ». Elle ne bougea pas. Ce fut moi qui l'embrassai. Ses joues étaient chaudes et salées, et je les couvris de baisers. Puis j'éloignai mon visage, car je m'étais mis à pleurer aussi. Alors, elle se tourna soudain et un mouvement la pencha vers moi, et comme je lui ouvrais mes bras, elle se blottit dedans. Sur quoi il n'y eut plus que nous au monde, tandis que je la tenais serrée contre moi, et j'eus envie de tout abandonner pour elle. Malgré les hommes et les choses, je lui ai dit « Virginia, veux-tu que je reste ?» Mais elle, plus forte que moi, a répondu « Non, mon amour, tu dois partir, tu as décidé de partir, et si tu ne le fais pas, tu le regretteras. Et pourquoi est-ce que tu ne partirais pas avec moi? Pourquoi est-ce que tu ne serais pas ma femme ?» Un sourire illumina son visage, mais elle répondit tristement. « Pas maintenant, Alex. Tu as autre chose à faire d'abord. Après, on verra. » Je vis bien qu'elle avait raison, et aussitôt la réalité, comme une autre force, entra en moi, et je fus fort de nouveau. Et nous fûmes de nouveau séparés, assis l'un à côté de l'autre, et seuls. Un grand silence nous entourait, et nous n'avons plus beaucoup parlé. Devant nous, en contrebas, à travers les feuilles, on voyait un peu les lumières de la ville. Je regardais cela sans le voir et pensais « Demain, à cette heure, je serai loin. » C'était comme un gros trou devant moi, et il était aussi dans mon cœur. Enfin, elle dit « C'est l'heure. » Je l'ai raccompagnée jusqu'à sa porte, et là, elle m'a tendu ses lèvres, et je l'ai embrassée encore une fois. Mais nous nous sommes vite séparés pour couper court aux larmes qui revenaient. « Au revoir, Virginia. » « Au revoir, dit-elle, levant une dernière fois vers moi son visage, doux et triste, comme celui d'un chien qu'on va quitter. Et brusquement, elle se tourna et ouvrit la porte. Ce n'est pas exclu que j'ai déjà lu ce chapitre à la fin de la dernière intervention, mais dans le doute, parce que je n'ai pas ici l'enregistrement, j'ai préféré le relire. Chapitre 14, Cornwall Medical. Le lendemain matin, avec $800 d'économie et ma motocyclette, je partis vers New York afin d'y faire ma troisième entrée dans la vie. J'y arrivai une quinzaine de jours plus tard, en train, la moto ayant rendu l'âme en route. Les examens que j'avais passés en Suisse correspondaient au PCB, suffisant pour être admis aussi dans les facultés de médecine américaines. Je choisis l'université de Cornell, en partie parce que ses couleurs, rouge, blanc, rouge, me rappelaient des souvenirs de Suisse. J'avais assez d'argent pour vivre environ 6 mois et m'inscrire pour le premier semestre, et qui commençait en automne. Le secrétaire me procura une liste de chambres à louer, et j'en choisis une très bon marché au YMCA de la 57e rue. Elle était petite et sombre, mais à proximité du métro, qui me mènerait à l'école de médecine et aux hôpitaux. Ainsi commencèrent 6 ans d'études et d'internat, qui furent parmi les plus dures de ma vie, mais aussi parmi les plus intéressantes, une lente et brumeuse ascension vers la lumière. Je m'organisais dans ma chambrette, arrangeais mes livres, accrochais au mur quelques reproductions de tableaux clairs. J'avais 5 mois devant moi avant la rentrée pour travailler et arrondir mes économies. Le travail ne manquait pas à New York et je fus successivement, et parfois simultanément, porteur de télégrammes, garçon de cafétéria au YMCA où j'habitais, enregistreur de paquets dans une gare. Je gagnais ainsi de quoi compléter ma première année d'études. Les cours commencèrent au début d'octobre. Je traversai la ville en métro et, assis ému, entrai à l'école de médecine. Le premier cours, l'anatomie, avait lieu à 9h. Il était 8h30. Sur un panneau près de la porte, les annonces étaient affichées. Exposition, conférence, appartement à louer.
Des jeunes gens arrivaient, bavardaient, se dirigeaient ici et là. Plusieurs avaient l'air assez dépaysés. Sans doute étaient-ils là, eux aussi, pour la première fois. Les annonces m'occupèrent un moment, puis, regardant alentour, j'avisai une porte vitrée. C'était une salle de lecture, j'y pénétrai. Je feuilletai vaguement quelques périodiques quand un jeune homme à l'air timide s'approcha. « Êtes-vous en première année » me demanda-t-il. « Oui. »« Savez-vous où est la salle de cours ? Il va être 9 heures. Nous ferions bien d'aller la trouver. » Nous sortîmes par un long couloir aux murs jaunâtres qui me rappelait le collège de mon enfance. J'étais heureux de me retrouver dans une école. Des étudiants nous indiquèrent la route et nous arrivâmes à l'amphithéâtre d'anatomie. La salle commençait à se remplir. Un aide vint mettre un verre d'eau sur la table. Un squelette pendait à côté du tableau noir. Vers 9 heures, il y avait une soixantaine d'étudiants. La plupart étaient un peu plus jeunes que moi. Quelques-uns pourtant étaient plus âgés. Un était chauve, un autre avait les cheveux gris. Il y avait 3 ou 4 jeunes filles. Le professeur Stockard, bel homme aux cheveux drus et aux traits réguliers, fit son entrée. Il commença sa leçon en nous souhaitant la bienvenue dans la profession médicale. Il parlait clairement et semblait prendre un certain plaisir à soigner son discours. Je me souviens qu'il nous dit quelque chose qui me plut beaucoup. La médecine est une profession où l'on peut garder toute sa liberté. Vous transportez votre savoir dans votre tête et, avec une boîte d'instruments et quelques médicaments, vous gagnez votre vie n'importe où. Ce n'est plus tout à fait aussi simple aujourd'hui, mais en principe, c'est toujours vrai. Il conseilla l'achat de quelques livres et instruments nécessaires. Il parlait avec enthousiasme de l'anatomie, base de toute la médecine et, avant tout, de la chirurgie. Il nous assigna un cadavre. C'était une grosse salle à plafond vitré. On y voyait une trentaine de tables. Pardon. Il termina sur une note légèrement ironique. Vous allez apprendre beaucoup de choses ardues et compliquées que vous vous hâterez d'oublier après l'examen final. Mais en anatomie, comme en d'autres domaines, il vaut mieux avoir su et oublié que de ne jamais avoir su du tout. Le jeune homme qui m'avait adressé la parole à la bibliothèque était resté près de moi dans l'amphithéâtre. Il parlait avec un léger accent. Je découvris qu'il était italien et s'appelait Luigi. À la fin de la leçon, je lui proposai de nous rendre ensemble à la salle de dissection où nous devions aller nous inscrire pour un cadavre. Nous comprîmes dès le couloir d'où venait cette curieuse senteur âcre. En y entrant, nous allumâmes chacun une cigarette, probablement d'un air un peu nerveux. Un assistant nous dit en souriant « Ne vous inquiétez pas, vous vous y ferez vite. Moi, je ne m'en aperçois même plus. » Il nous assigna un cadavre. C'était une grande salle à plafond vitré. On y voyait une trentaine de tables disposées à intervalles réguliers, dont le dessus était en métal. Sur chacune était un corps nu, couché sur le dos. C'étaient des hommes pour la plupart. Le nôtre en était un. « Vous avez de la chance, dit l'assistant. Pourquoi ? Généralement, les hommes sont préférables. Les femmes sont souvent noyées de graisse. » On nous attribua aussi à chacun un placard fermant à clé. Je jetai un coup d'œil sur Luigi. Il était pâle comme un drap. « Vous ne vous sentez pas bien ?» demandai-je. Je n'avais encore jamais vu de mort. J'en avais vu un ou deux autrefois dans ma famille, mais je ne me sentais pas très bien non plus. Nous sortîmes. La dissection commençait à 2 heures de l'après-midi. Entre-temps, nous eûmes le cours d'embryologie et un d'histologie. Puis, ce fut l'heure du lunch. « Je allais manger un morceau », proposa mon nouvel ami. Il y avait au sous-sol une salle qui servait de réfectoire. On pouvait y avoir le même genre de menu que dans un modeste restaurant des environs. Nous choisîmes celui-ci et nous nous assîmes à une grande table déjà occupée par 3 ou 4 camarades. Pour moins d'$1, on recevait un sandwich au jambon ou au fromage, de la tarte aux fruits et un grand verre de lait. Les membres de notre cadavre étaient si maigres qu'ils n'avaient plus de forme. Les yeux étaient enfoncés et les os du visage tendaient la peau. Comme la plupart des autres, il était mort depuis longtemps et la peau noircie par le phénol donnait l'illusion du cuir. Nous prîmes scalpel et pince et nous nous mîmes à l'ouvrage. On travaillait d'après un manuel illustré que chacun consultait à mesure qu'il avançait. On commençait par la peau, puis il fallait trouver les nerfs cutanés. Les conversations et les plaisanteries ne chômaient pas. Un assistant circulait parmi les tables. Il faisait de temps en temps une démonstration sur un corps ou un tableau.
Il répondait à nos questions et nous conseillait. Si vous vous coupez, nous dit-il, lavez-vous tout de suite avec votre savon antiseptique. Il ne faut pas plaisanter avec cela. L'année dernière, il y a eu un type qui s'est piqué et qui n'a pas pris garde. Il a fait une septicémie. Il s'est bien remis, demanda quelqu'un. Malheureusement, non. Il est mort au bout d'une semaine. Quand arrive à 5 heures, j'avais mal au dos et fus bien content de plier bagages et de rentrer chez moi. Je dînais ce soir-là avec un étudiant de 2e année qui habitait le même YMCA. Mes mains gardaient l'odeur particulière que j'avais remarquée pour la première fois ce matin dans le couloir. Même mon pain en gardait la trace. « Oh, vous vous habituerez, dit mon compagnon. Quand on n'a plus cette vieille odeur de macabée sur soi, on se sent tout perdu. » « Ce n'est toujours pas ça qui me coupera l'appétit, répondis-je en prenant encore une tranche de pain. À bien des égards, j'avais trouvé cette première année la plus intéressante de toutes. Les professeurs Stockard, anatomie, Chambers, histologie et embryologie, et Benedict, biochimie, et même quelques-uns de leurs assistants, étaient d'incomparables excitateurs d'idées, pour ceux qui étaient sensibles aux idées. Luigi y était certainement sensible, et ce fut sans effort que je me liai avec lui. C'était un type charmant, gai, naïf, avec quelque chose de pensif, de détaché, de seul qui m'attirait. Comme moi, il s'intéressait à la vie dans son ensemble et nous avions pour elle la même admiration étonnée. Nous n'avions pas de longues discussions là-dessus, mais d'après quelques pensées échangées, je savais qu'il était impressionné comme moi par le prodigieux édifice qu'est la vie, par cette immense industrie de transformation où tout vibre, tout se tient, où constamment où on est, on meurt. On va sous terre et rentre dans le jeu. Si la dissection de notre cadavre était souvent un travail rébarbatif et monotone, c'était aussi, quand on y pensait, quelque chose d'assez insolite. On s'y sentait à la fois un homme du présent vivant au sein des ruines et un homme de l'éternel vivant au sein de l'édifice. Nos professeurs ne se perdaient pas non plus en dissertations philosophiques, mais on ne pouvait, en les écoutant, ne pas voir que des forces gigantesques et minutieuses travaillaient toutes choses, de l'astre à l'homme et de la mer au grain de blé, et que l'homme fait partie intégrale du tout, avec son corps qui est l'aboutissement de quelques 3800 millions d'années d'évolution. C'était excitant. Là, il y a qui est l'aboutissement de 1800 millions d'années ou de quelques 3000 millions d'années d'évolution. C'était excitant. Et là, il manque quelques pages au tapuscrit, malheureusement, comme ça nous est déjà arrivé dans la première partie, et on passe de la page 226 à la page 232 au chapitre 15, été. Donc je ne sais pas si c'est voulu ou si c'est un aléa des déménagements successifs de ce tapuscrit, mais il nous manque ces pages. Cet été, comme les suivants, je profitais des 3 mois de vacances universitaires pour me remonter physiquement et financièrement en travaillant à la campagne. Comme étudiant, on n'avait pas de peine à trouver une place plus ou moins potable hors de la fournaise de New York. Le premier été, ce fut une place de junior assistant scientifique à la Carnegie Institution of Washington, qui avait une station de recherche biologique à Cold Spring Harbor, au bord de la mer, non loin de New York. Le second été, je fus assistant médecin dans un hôpital de sous-développés mentaux, et le troisième, médecin de camp dans un camp de jeunes gens de l'YMCA. À la Carnegie Institution, qui était située dans un parc sur la rive nord de Long Island, j'étais logé, nourri et blanchi, et je me reposais. C'était aussi un camp d'études où se donnaient des cours d'été pour étudiants des deux sexes. Les repas étaient servis dans un grand réfectoire, comme un pour professeurs et étudiants. C'était gai, simple et démocratique. Les étudiants logeaient dans des tentes, les étudiantes dans diverses petites maisons autour du parc. Presque chaque soir après le travail, nous allions nous baigner dans la mer. J'étais arrivé là plutôt pâle et maigri par mon ascèse new-yorkaise des derniers temps, mais d'être à la campagne, de bien manger, bien dormir, sans souci au monde, au bout d'1 ou 2 semaines, je fus de nouveau en forme. J'ai été extraordinairement heureux cet été-là. J'eus le temps de flâner, de lire des livres non médicaux, de réfléchir et rêver. Après une année de vie étroite dans la cohue et le bruit de New York,
que c'était bon de retrouver la nature. Le matin, de sortir de ma tente entourée d'herbes et d'arbres et de saluer la terre, la mer et le soleil levant. Feu du soleil sur l'eau, fraîche odeur du matin, silence coupé seulement d'un petit chant d'oiseaux. J'ai ressenti là, quelquefois, cette extase à la fois sensuelle et spirituelle qui plus tard devait de plus en plus m'unir à la nature. Une ou deux fois, il faisait presque toujours beau temps. Cet été, me semble-t-il, je me sentis débordé de joie en voyant le soleil se lever sur la mer. De cette joie incommunicable où l'on est sûr que la beauté, l'amour doivent être les fins dernières de l'existence. Mon compagnon de tente semblait tout à fait indifférent à ce genre de choses, comme la plupart des autres jeunes du camp d'ailleurs. Quelques-uns étaient déjà mariés, comme le sont assez souvent les étudiants américains, et habitaient avec leurs femmes dans une des petites maisons. La plupart des hommes ne vivent en somme que pour leur famille et leurs affaires, et je n'ai aucune objection à cela. Il ne serait certainement pas bon que toute l'humanité passe son temps à méditer sur la poésie et la religion, mais il y aura toujours des individus dont l'intérêt principal est d'observer le monde sous ses aspects artistiques ou religieux. Ce sont en général des êtres assez inutiles, mais comme j'appartiens à leur catégorie, je les considère naturellement comme beaucoup supérieurs au reste de l'humanité. Je suis reconnaissant aussi de cet été lointain d'avoir élargi quelque peu ma vision de la biologie. Dans les études qui se faisaient à la Carnegie Institution et où j'avais un rôle minuscule touchant à l'hérédité chez le cheval, j'ai entrevu le principe qui anime l'univers et fait éclore des soleils, les fleurs et la conscience de l'homme. Parfois, la nuit, j'entendais dans un arbre au-dessus de ma tente le cri émouvant, délicieux d'une chouette. Et dans le ciel, il y avait les étoiles. Dans le velours noir du ciel, plus d'étoiles qu'on ne peut l'imaginer. Et je me demandais, devant cette chose si étonnante, la nature, pourquoi je ne vivais pas plongé en elle nuit et jour, sacrifiant en cela tout le reste. Je n'ai guère parlé des hommes qui m'entouraient là. C'est que ces étudiants, mes compagnons de travail, m'ennuyèrent pour la plupart. Nous ne parlions pas la même langue. Il me suffisait d'entendre une conversation banale pour me tourner avec enthousiasme vers les mœurs de l'anachorète de la Thébaïde, un anachorète entouré par les suaves formes féminines qui peuplent une cellule d'anachorète. Il restait les professeurs, mais avec eux, j'étais aussi réservé, par orgueil et intolérance, et nos rapports furent restreints. Mon amour de la science ne va pas jusqu'à y inclure tous les hommes de science, surtout quand ils sont parfaitement corrects et orthodoxes dans leur vue. Je suis sûr d'avoir déplu aux uns comme aux autres. Et là, on va passer de la page 235 à la page 246. Chapitre 16, études. Les vacances finies, je retourne, mais il semblerait que ce soit voulu parce qu'il y a une dernière phrase qui terminait le chapitre précédent qui est barrée. Vers la fin de l'été, ils m'attribuèrent ceci, que Jane s'est barrée et il n'y a pas les pages suivantes. Donc je pense qu'il a volontairement, Alex Manuel, retiré ces pages, ayant estimé, je pense, qu'il avait dit ce qu'il avait à dire sur ces étés dans les quelques pages qu'on vient de lire. Chapitre 16, études. Juste, je regarde une petite chose. Oui, c'était bien le chapitre 15. Donc, en tout cas, le chapitrage n'a pas de trou pour l'instant. Les vacances finies, je retournai à New York pour la suite de mes études. Je pris une chambre à International House, la grande maison pour étudiants de toutes les nations qui venait de s'ouvrir sur Riverside Drive. De ma fenêtre, je voyais l'Hudson, large et calme, si calme qu'on ne le voyait couler qu'en hiver, quand il était couvert de glace flottante. J'ai habité là 3 ans, jusqu'à l'internat. Je me les rappelle comme une route longue et grise, jonchée de milliers de choses qu'il faut apprendre pour être médecin, avec pourtant chaque été un plaisant arrêt, buffet, verdure, comme je l'ai dit plus haut. J'ai perdu un peu de mon enthousiasme initial pour la médecine, dont les sciences de base, anatomie, embryologie, histologie, biochimie, m'avaient fourni multiples sujets de rêverie et d'impressions mystérieuses sur l'essence de la vie.
Au lieu du palais de la veille, je ne voyais qu'un échafaudage fait de pathologie, bactériologie, pharmacologie, etc. Mais je ne trouvais rien de plus doux que d'avoir une chambre à moi, où seul et tranquille avec mes livres, je pouvais malgré tout vivre en homme libre. C'est le mot que j'employais en moi-même pour me rappeler que je n'étais pas uniquement étudiant en médecine. L'argent me bouda tout au long de mes études. J'en ai manqué jusqu'à la fin de l'internat et quelque temps après. Grâce à du travail de temps en temps, une bourse, un prix, un petit héritage d'un parrain en Suisse et de l'argent emprunté à l'université, je parvins au diplôme avec 2 ou 3 000 $ de dette, ce qui est peu pour l'Amérique. Seule la nécessité d'un gagne-pain me retint dans le long, l'ardu et souvent ennuyeux apprentissage de cette profession. Je pensais sans cesse au temps futur où je flânerais libre, allègre, insouciant, avec une canne et un sac à dos. Entre parenthèses, ce n'est qu'après avoir pratiqué la médecine 35 ans que j'y suis arrivé. En 3e et 4e année, mes études redevinrent intéressantes, avec les cours de médecine et de chirurgie. Nous commencions à voir des malades en polyclinique sous la direction d'un maître. On nous enseignait l'auscultation et les secrets du stéthoscope. Chaque élève avait un cas à examiner. Il emmenait le malade dans une petite pièce où il y avait une table d'examen. Il l'interrogeait, l'auscultait, le palpait, notait ses observations, puis attendait le professeur. Celui-ci arrivait, suivi d'autres étudiants. Et l'élève rendait compte de son examen. Le professeur posait lui-même 1 ou 2 questions et examinait le patient. S'il découvrait quelque chose d'intéressant, les étudiants appliquaient leur stéthoscope. Et l'on voyait souvent un homme avec 2 ou 3 de ces instruments sur la poitrine et dans le dos. Le malade était parfois gêné, mais généralement il était flatté d'éveiller une telle attention. Sans bien comprendre, il écoutait le maître discuter son cas. Avant de se rhabiller, il subissait encore l'auscultation d'étudiants désireux de vérifier tel souffle ou tel râle. La plupart des malades étaient de condition modeste. Ils attendaient leur tour patiemment, assis dans la salle d'attente, en rang silencieux, hommes, femmes, enfants. Je trouvais captivant d'étudier de si près l'humanité et je ne me lassais pas de les observer et de les écouter. Les uns entraient avec le sourire et parlaient librement, d'autres étaient mornes et peu bavards. Souvent, à leur apparence, on pouvait deviner leur état de santé et leur état d'esprit. La timidité, la crainte, la curiosité, l'espoir, la douleur se lisaient sur les visages. Les uns acceptaient le diagnostic d'une maladie grave avec une plaisanterie, d'autres avec un désespoir muet. Les troubles fonctionnels étaient plus fréquents que les maladies organiques. On soignait là l'angoisse plus que la maladie. Comme dans la pratique générale. Un homme entre, il ne se sent pas bien, il a de vagues symptômes, il ne peut pas vous dire « la vie m'écrase, j'en ai marre, j'ai marre de mon travail, de ma femme, de mes ennuis, aidez-moi ». Alors il vous dit « je ne vais pas bien, je suis fatigué, j'ai mal ici ou là ». Malade parce que le moral est malade. Les hommes en outre souvent buvaient, les femmes se nourrissaient mal. Elles entraient, pauvres créatures anémiques, le visage triste, flétri avant l'âge par trop de couches, par la dureté de la vie. C'était d'un intérêt poignant. La nature humaine était saisie sur le vif et souvent le masque habituel, arraché par la douleur, mettait l'âme à nu. Un jour, une femme amena sa fille qui se plaignait d'une douleur persistante dans le haut de la cuisse. Une fillette de 15 ans, au trait délicat, au corps mince et bien formé. L'intérêt des étudiants s'éveilla, nous ne voyions pas souvent de si jolis humains dans ces tristes salles. Elle se dévêtit, découvrant les membres parfaits, rien d'anormal extérieurement. Mais la radiographie et d'autres examens révélèrent une tumeur maligne du fémur. Il y eut consultation avec les meilleurs spécialistes de New York. Les plus hautes autorités émirent leur opinion. Elle fut unanime. Un seul traitement s'imposait, impératif, indubitable, pour sauver la vie de la jeune fille, l'amputation de la cuisse au-dessus de la tumeur. Quand le professeur, après plusieurs visites, expliqua cela avec tous les ménagements possibles à la mère, puis à la fille, elles furent atterrées. La jeune fille pâlit et se mit à trembler. Puis, de grosses larmes roulèrent sur ses joues ravissantes. Pendant quelques minutes, elles sanglotèrent ensemble, sans s'occuper de nous. La mère la tenant dans ses bras et la berçant comme un enfant blessé. Nos cœurs se serraient devant des scènes de ce genre, l'amour d'un être pour un autre, des mères pour leurs enfants, d'une femme pour un homme. Mais, quelquefois, il n'y avait personne pour consoler le condamné à part le médecin. On lui disait
Je vais vous donner l'ordonnance et vous reviendrez me voir dans 8 jours. L'homme prenait l'inutile ordonnance et rentrait seul chez lui. On discutait alors son cas avec le professeur. Celui-ci disait parfois quelque chose comme « Le pauvre diable, il y en a pour 6 mois, peut-être. La maladie, la mort, la peur nous entouraient, et la honte parfois, ajoutée à la peur, quand par exemple on trouvait à une pauvre fille un début de grossesse, une syphilis ou une gonorrhée, contre laquelle nous n'avions encore, en 1926, ni chimiothérapie, ni antibiotiques. Je ne savais pas encore si je serais médecin ou chirurgien, et penchais d'abord plutôt pour la chirurgie, me croyant assez habile de mes mains. Mais quand vint le moment de choisir, en 4e année, c'est pour la médecine que j'optais, ayant découvert que je n'étais pas d'une folle adresse. D'autre part, la chirurgie demande une longue et impitoyable expérimentation sur l'animal vivant avant qu'on soit à même de trancher la chair humaine avec autorité, et les quelques expériences de physiologie sur chiens et chats que j'avais été obligé de faire en 2e année m'avaient à jamais révolté contre la vivisection. On les anesthésiait, c'est entendu, mais on les faisait mourir quand même, contre leur gré, ces pauvres animaux qui parfois nous léchaient les mains quand on allait les sacrifier, comme pour demander grâce. Non, non, il ne peut exister pour moi d'œuvre utile dans laquelle entre la cruauté et la mort. Je fus bien près de renoncer à la médecine à la vue de ces crimes. La vivisection est un crime non seulement contre les animaux, mais contre tout ce qu'il y a de plus élevé chez l'homme. Chapitre 17. Internat et suite. Première phrase, chapitre est tracée. Pendant un instant, occupons-nous de choses sérieuses. L'internat ou stage hospitalier des étudiants en médecine américains succède aux 4 premières années d'études qui se terminent par les examens finaux. Le stage obligatoire est d'1 an, après quoi on devient Medicine Doctor ou MD, légalement autorisé à pratiquer la médecine. Mais un grand nombre de jeunes médecins, après cette première année de stage, continuent leur entraînement hospitalier encore 1 année ou 2 comme médecin résident. L'interne américain, première année, correspond donc au stagiaire français, puis comme médecin résident, année suivante, il correspond à l'interne français. Mon stage total, que j'appelais pour simplifier internat, fut de 2 ans et demi, et je le fis au New York Hospital, dans le service du docteur Connor, professeur de médecine à Cornell. La qualité de l'enseignement et le niveau du personnel médical au New York Hospital étaient de premier ordre. C'était un poste très recherché et le professeur Connor désignait généralement pour le remplir des étudiants d'élite. Je n'en étais certainement pas un, en tout cas pas un des plus brillants aux examens. Mais pour une raison ou une autre, j'avais eu de la chance de lui plaire au cours des 2 dernières années. Vers la fin de la 4e année, j'appris que j'étais l'un des 2 élus de ma classe. Aurais-je par hasard le don de la médecine, me dis-je en riant intérieurement. Quelle bonne blague si c'était le cas. Mais je n'y croyais pas vraiment. J'avais peut-être je ne sais quoi d'intuitif, un certain rapport avec les malades, je me sentais à l'aise avec eux et ils semblaient se livrer à moi avec confiance. De la sympathie à un point c'est tout. Pour la plupart de mes camarades, les malades représentaient surtout des cas intéressants. Ils s'étonnaient devant des cœurs ou des foies anormaux et pouvaient discuter des heures sur une maladie insolite. Je me passionnais à observer les malades plutôt que ce qui se passait dans leur tête, leurs pensées, leurs émotions et comment elles influençaient leur corps. Je me passionnais à observer les malades plutôt pour ce qui se passait dans leur tête, leurs pensées, leurs émotions et comment elles influençaient leur corps. Je me crus même un moment intéressé à la psychiatrie, comme je vais le dire. Le docteur Connor approuva. Il semblait avoir confiance en tout ce que je faisais. Ce beau commencement fut très utile à ma vanité, mais au fond me dérangeait, me mettait mal à l'aise. Savais-je inconsciemment que je finirais par le désappointer, mon bon maître? Le 1er juillet 1927, je déménageai donc à l'International House au New York Hospital. Et j'y commençai par 6 mois dans les services psychiatriques, situés dans une dépendance de l'hôpital à White Plains, au nord de la ville. Je découvris là que je n'étais pas doué pour la psychiatrie. C'était un service intéressant, mais triste. Les malades étaient de grands aliénés, en grande partie incurables, et je me sentais désemparé et impuissant devant eux.
Ce qui se passait dans leur tête était tellement détraqué, hors de la norme, qu'ils étaient généralement inaccessibles à toute aide, comme derrière un mur infranchissable, malades véhéments, souffrant de psychose maniaque, faisant des discours toute la journée, n'arrêtant pas de se démener dans un état d'extrême agitation. Ou bien, dans la dépression, figés dans un mutisme absolu, restant des heures sans bouger, inertes, hébétés comme des loques, dans une cellule matelassée, seul, un homme tout nu, atteint de schizophrénie, qui passe son temps immobile, dans une position de statue, à d'autres moments se donnant de violents coups de poing sur la poitrine ou cognant sa tête contre les murs. Plusieurs comme cela, refusant de s'habiller et de se nourrir, qu'il fallait nourrir par un tube en caoutchouc passé par le nez. Je devins expert à la technique de cette petite opération, qui me fut utile plus tard pour les lavages d'estomac des gens qui avaient avalé du poison. Les plus paisibles, dans des salles à 4 ou 5 lits, d'hommes ou de femmes, jeunes et vieux, ayant chacun leur fêlure privée, passant leur temps à monologuer pour eux seuls ou à plier et déplier un mouchoir. Une femme encore jeune parcourant un corridor de haut en bas, chantant un cantique, toujours le même, saluant de ci, de là, tantôt avec des sourires, tantôt avec des menaces. « Je suis la Vierge Marie, prosternez-vous, saluez-moi. » Et s'il en approchait, « Foutez-moi la paix, nom de Dieu !» Pour un apprenti médecin qui espérait guérir la maladie, ou du moins la soulager, c'était plutôt décourageant. On ne faisait pas encore beaucoup de miracles thérapeutiques en psychiatrie, et je me désolais à regarder ces pauvres gens enfermés dans leur folie, pour lesquels on ne pouvait le plus souvent rien faire. Depuis mon départ d'Hollywood, William Wyler avait continué sa route ascendante. Je l'avais quitté accessoiriste au studio Universal, puis il était devenu assistant directeur. Au bout de 3 mois, on lui avait confié à titre d'essai la réalisation d'un western, de court-métrage. Ce fut un succès. Il en tourna un grand nombre au cours des 2 ou 3 années suivantes, puis vinrent des plus longs films, de plus en plus remarquables. Je le voyais de temps en temps quand il passait à New York. C'est au cours d'une de ces visites, alors que j'étais à l'hôpital de White Plains en 1927, que je fis la connaissance de Bessie Love, une des grandes admirations de ma jeunesse. Je l'avais vue et aimée à l'écran depuis des années, particulièrement aux côtés de William Hart et de Douglas Fairbanks. Elle était venue à New York avec Wyler pour tourner une partie du film qu'il dirigeait. Has anybody here seen Kelly? Et nous avions dîné, les 3 ensemble, dans un restaurant près de Broadway. Je les avais distraits un peu avec des anecdotes sur mes fous, puis nous allâmes au théâtre, où Wyler nous avait invités à voir une pièce avec lui. Bessie Love était assise entre nous, et pendant une bonne partie du dernier acte, nous nous tînmes par la main. Je me rappelle avec quelle émotion je sentis sa petite main dans la mienne, et je la serrai, et elle me répondait en serrant la mienne. De temps en temps, je me tournais vers elle, elle se tournait vers moi, et nous nous regardions en souriant. Elle était fort jolie, et assez mon type de femme, jeune, fraîche, mince, douce. Mais notre romance reste là. Certainement pas ma faute, parce qu'elle était une étoile de cinéma, une femme célèbre, riche. Bêtise de ma part, mais quand une femme a une supériorité marquée sur moi, matérielle, intellectuelle ou sociale, je suis ainsi. Timide, maladroit, paralysé par un ridicule sentiment d'infériorité. À la fin de la soirée, qui continua encore un bon moment à l'hôtel avec des drinks au bar, j'aurais dû m'arranger à la prendre dans mes bras. Au lieu de quoi, je lui dis simplement « bonsoir » en lui serrant la main. Je n'ai jamais raconté cela à Wyler. Il l'apprendra quand il lira ces lignes, s'il les lit. Retournons à la psychiatrie. Pour réussir dans cette branche, il faut être moins sensible, mieux adapté à la vie que je ne le suis. Mon chef n'hésita pas à me le dire vers la fin de mon service de 6 mois. J'étais un peu trop émotif, trop introverti pour faire un bon psychiatre, et j'y renonçai sans regret. Cette expérience conclue, je redescendis à l'hôpital principal, en ville, et en avant pour la médecine interne, dans le service du grand patron. Professeur de médecine, éminent cardiologue, Lewis Conner est un des hommes que j'ai le plus admiré, comme clinicien et comme homme. Sans grand succès, j'ai essayé de lui ressembler. Il y avait certainement une affinité entre nous, une sympathie, et même une certaine ressemblance physique à ce qu'on disait. Il avait près de 60 ans, me paraissait un vieux monsieur. Grand, droit comme un i, chauve, bon visage, la parole aisée et douce.
Il semblait aimer les femmes plutôt jeunes. Sa femme d'alors était dans la trentaine et il avait comme assistant une jeune femme médecin d'à peine plus âgée que moi, Pauline X, dont je reparlerai. L'internat, pour le futur médecin, est certainement la période la plus critique de sa carrière. Ce sont les années qui le forment, le forgent, le préparent à voler de ses propres ailes. Elle lui offre un vaste champ d'expérience où il met en pratique tout ce qu'il a appris au cours des années précédentes et il assume pour la première fois le fardeau des responsabilités. C'est à l'interne qu'incombe la charge des premiers examens et des premiers traitements. Il doit souvent prendre des décisions et des mesures immédiates et importantes. Bien entendu, il ne travaille pas seul. Il est sous le contrôle du médecin résident, au-dessus de lui, dans le service, et ils dépendent tous les deux du chef de service, qui peut toujours être consulté en cas de besoin. Cette hiérarchie protège, dans une certaine mesure, le patient contre d'éventuelles bévues ou maladresses de la part des jeunes médecins encore très faillibles. Malgré cela, les erreurs ne sont pas rares, et il arrive que des malades meurent qui auraient pu être sauvés. Je pense à un pauvre bougre ivre qui aurait été le plus ou moins assommé dans une bataille de speakeasy. Il était bien un peu hébété, mais on avait cru que c'était dû à l'alcool. Et le cuir chevelu recousu, on l'avait laissé partir. 2 heures après, une ambulance le ramena dans un profond coma dû à une hémorragie intracrânienne. Une opération le sauva de justesse. Une autre fois, j'administrais à un vieillard souffrant d'asthme un remède qui faillit l'asphyxier. Il respirait avec beaucoup de peine et paraissait très mal en point. L'ayant examiné rapidement, je crus qu'il souffrait d'œdème pulmonaire ou asthme cardiaque et prescrivis une injection de morphine, qui est le remède indiqué dans ce cas. Au lieu d'être soulagé, comme il aurait dû l'être, son état empira rapidement et bientôt il cessa tout à fait de respirer. Je m'aperçus alors avec effroi de l'erreur que j'avais commise en présumant une maladie du cœur, alors qu'il s'agissait d'asthme bronchique compliqué de bronchite aiguë. La morphine avait paralysé le peu de réflexes respiratoires qui lui restait. C'est une erreur fatale à faire, mais inexcusable. J'avais appelé à mon aide le médecin résident et nous passâmes plusieurs heures à la rectifier, tout en le faisant respirer artificiellement au moyen d'un appareil, jusqu'à ce que l'effet de cette sacrée morphine en fût dissipé. L'interne est presque constamment sous pression, souvent de service 24 heures de suite. Il habite l'hôpital et n'en franchit jamais le seuil sans avoir fait son rapport à l'interne de service qui le remplace. Ses appointements, s'il en reçoit, sont minimes. Dans les postes les plus en demande, on était de mon temps pas payé du tout. Au New York Hospital, nous n'étions pas payés. Généralement, les considérations financières pour un interne sont d'un intérêt secondaire. Ce qui compte avant tout, c'est l'expérience qu'on acquiert. Le New York Hospital n'était pas extérieurement un hôpital moderne. Il avait été bâti vers le milieu du siècle dernier. Je crois, situé dans la 16e rue, près de la 5e avenue, c'était un bâtiment. Il avait été bâti vers le milieu du siècle dernier, je crois. Situé dans la 16e rue, près de la 5e avenue, c'était un bâtiment de 4 étages surmonté d'une sorte de tour, le tout d'un style démodé et gracieux, comme on en voit encore à Londres. Il était un peu en retrait de la rue, et il y avait devant la porte d'entrée un bel escalier. Sa couleur sombre lui donnait un air un peu lugubre par temps gris, mais quand le soleil brillait, il était clair et accueillant, et la nuit, dans l'ombre mystérieuse qui entoure souvent les hôpitaux, il se dressait avec ses fenêtres allumées comme un phare au-dessus des maisons. J'y ai vécu 2 ans. Vêtu de blanc, nourri, logé, blanchi, apprenant beaucoup de choses. J'en connaissais tous les coins et recoins, les grandes salles claires où s'alignaient les lits de fer, les laboratoires où nous faisions nous-mêmes de simples analyses, les salles d'opération, la salle des urgences au rez-de-chaussée, ouverte jour et nuit, les petites offices où nous faisions nos écritures ou flirtions avec les infirmières. Tout était plein d'un charme vieillot, patiné, net et bien astiqué, comme un paquebot qui a beaucoup voyagé. Il y avait entre 200 et 300 lits, je ne me souviens pas bien, disons 250, et nous étions 16 internes, dont une femme. Celle-ci, Janet Travel, devint célèbre au temps du président John Fitzgerald Kennedy, en 1961, dont elle avait virtuellement guéri le dos abîmé à la guerre et qui la nomma médecin officiel de la Maison-Blanche. Nous suivions les patients depuis le moment de leur admission jusqu'à celui de leur sortie.
Nous devions tenir leurs fiches, établir leurs feuilles d'observation, prescrire et diriger leur traitement. C'est nous qu'on appelait à chaque instant du jour et de la nuit quand un nouveau malade arrivait et que surveillait une complication. Chaque étage, chaque salle était pourvue d'une cloche électrique qui constituait le système d'appel et qui pouvait appeler chacun de nous suivant un code genre Morse. Nous avions nos chambres dans une partie de l'hôpital délabrée et pittoresque, plafond bas, petites fenêtres, vieux escaliers qui craquaient. Nous y avions notre salle à manger et un grand fumoir avec une table de billard au milieu. Je ne joue pas au billard, mais y jouais quelquefois aux échecs. L'hôpital était divisé en 3 sections, médecine, chirurgie et pédiatrie. La plus grande partie de mon temps se passa en médecine, mais tout interne était aussi attaché, pour une partie de son stage, au service de pédiatrie et au service des urgences. Celui-ci était le plus dur, mais aussi le plus intéressant. Nuit et jour, l'interne de service urgent devait se tenir prêt. On était continuellement en état d'alerte et se reposait rarement 1 heure sans entendre tinter l'inexorable cloche. Des malades de toutes sortes arrivaient, qu'il fallait traiter sur le champ ou admettre à l'hôpital. Le samedi soir était le plus chargé. La police amenait des ivrognes, souvent plus morts que vifs. Des femmes arrivaient la tête fondue ou le visage tuméfié par le poing d'un mari ou d'un compagnon. Certaines voulaient livrer le coupable à la justice, d'autres essayaient de faire croire un accident. C'était là que j'appris à recoudre et poncer toutes sortes de blessures. Les lacérations du cuir chevelu étaient fréquentes, infligées souvent par la police avec leurs matraques à des ivrognes ou autres pauvres diables qui avaient osé essayer de leur résister. C'était l'hôpital officiel de cette partie de New York et il servait surtout les pauvres, ceux qui n'ont pas de médecin, ceux qui attendent longtemps avant de se faire soigner. C'était des pneumonies, des appendicites, des péritonites, des infarctus. C'était en général une médecine de cas graves qui demandait des diagnostics et des traitements rapides. Parfois, l'ambulance amenait un réchappé d'une tentative de suicide, qu'on ramenait à la vie contre son gré. Je me rappelle les paroles d'un de ces malheureux, « rater sa vie, rater sa mort, c'est pas drôle ». Il ne cachait pas son intention de se tuer aussitôt libéré. J'essayais de ne me coucher qu'à bout de force, pour ne pas devoir me relever toutes les heures. J'essayais de ne me coucher qu'à bout de force, pour ne pas devoir me relever toutes les heures. Pendant les moments de répit, je me reposais dans une antichambre avec la garde de nuit. Cette infirmière aux cheveux gris faisait ce métier depuis des années. Là, au moins, elle n'avait pas à subir les ordres d'une supérieure. Ses mouvements étaient aisés et sûrs, et on la sentait à la hauteur de toutes les circonstances. Dans mon inexpérience au début, je n'hésitais pas à m'appuyer. Ah, il nous manque quelques pages là, malheureusement. Et là, elle manque vraiment. Je n'hésitais pas à m'appuyer. Page 282, et on passe à la page 287. Et on commence par son tour, fait ses commentaires, discute des divers aspects du diagnostic et du traitement. Ces tournées ont lieu chaque jour, y compris le dimanche. Corner faisait la sienne 2 ou 3 fois par semaine. Les autres jours, c'était un des autres professeurs, Nellis Foster, spécialiste diabète et endocrinologie, ou Baldwin, assistant au professeur de médecine, et quelquefois Pauline X. Ils parlent aux malades, leur posent des questions. Ils nous parlent et nous posent des questions. Ils nous racontent toutes sortes de choses inspirées par leur expérience et leur savoir. C'est captivant. Le plus intéressant est Connor, c'est aussi le plus âgé et le plus riche en expérience. Son assistante, Pauline X, qui vient de temps en temps à sa place, est la plus jeune, mais pas la moins intelligente. Bien entendu, elle n'a pas la longue expérience des autres, mais elle connaît sa médecine à fond, parle bien, est très fine, douce, intuitive. Elle est aussi assez jolie. Ces tournées sont pour le résident un test important de ses talents médicaux. Il présente les malades et leurs maladies, et pour chacun, soumet son diagnostic. Attendez, je vais faire un petit retour en arrière,
parce que je trouve, c'est mal paginé, mais je vais retrouver la 283. Je vais revenir en arrière, c'est pas grave. Vous pouvez profiter pour, quand je reviendrai à cette page, vous pourrez profiter pour aller vous déshydrater. Donc, on parle de la garde de nuit aux cheveux grisonnants. Dans mon expérience au début, je n'hésitais pas à m'appuyer sur elle dans les cas critiques. Elle avait vu des malades et des blessés par milliers et rien ne troublait son calme. Je me souviens d'un nègre qui avait perdu un duel au rasoir et dont les blessures exigèrent plus de 100 points de suture. Elle m'a appris la technique pour les nouer rapidement à la pince, comme les vrais chirurgiens, chose que je n'avais pas apprise à l'école. Et là, il y a eu un découpage et il y a un saut et on va retomber là où on était. Donc c'est juste moi qui ai inversé. Le moment le plus attendu de nos journées était la tournée du chef. Tous les internes libres s'y joignaient et appelaient ça la grande ronde, Grand Rounds. C'est une heure importante dans tous les hôpitaux enseignants, cette visite, autant pour les malades que pour les médecins. Tout est net et en ordre, chacun mis sur son 31. On va de lit en lit, toute la bande, le professeur en tête, suivi du médecin résident qui expose le cas de chaque malade. Puis, le chef examine le malade à son tour, fait ses commentaires, discute des divers aspects du diagnostic et du traitement. Ces tournées ont lieu chaque jour, y compris le dimanche. Connor faisait la sienne 2 ou 3 fois par semaine. Les autres jours, c'était un des autres professeurs, Nellis Foster, spécialiste diabète et endocrinologie, ou Baldwin, assistant professeur de médecine, et quelquefois Pauline X. Ils parlent aux malades, leur posent des questions, ils nous parlent et nous posent des questions. Ils nous racontent toutes sortes de choses inspirées par leur expérience et leur savoir. C'est captivant. Le plus intéressant est Connor. C'est aussi le plus âgé et le plus riche en expérience. Son assistante, Pauline X, qui vient de temps en temps à sa place, est la plus jeune, mais pas la moins intelligente. Bien entendu, elle n'a pas la longue expérience des autres, mais elle connaît sa médecine à fond, parle bien, est très fine, douce, intuitive. Elle est aussi assez jolie. Ses tournées sont pour le résident un test important et ses talents médicaux. Il présente les maladies, il présente les malades et leurs maladies et pour chacun soumet son diagnostic, discute le traitement, répond aux questions. C'est lui, le médecin traitant, jusqu'à ce que le chef prenne la parole. On l'écoute parler, on le regarde, on observe sa bedside manner, son jugement, manière au bord du lit. Il y a un petit astérique à bedside manner, pour traduire manière de bord du lit. Jusqu'à ce que le chef prenne la parole. On l'écoute parler, on le regarde, on observe sa bedside manner, son jugement, son sens clinique. Il se relève tel qu'il est, dans son caractère, son être intime. On le voit avoir raison et se tromper. Il doit savoir accepter de bonne grâce la critique du maître, car inévitablement, il lui arrive de se tromper. C'est l'épreuve décisive de sa carrière d'interne. Je me demande comment je m'en tirerai quand mon tour viendra l'année prochaine. Fin du chapitre. Et puis là, on a de nouveau un petit saut. On passe de la page 288 à la page 294. Je fais un petit check de vérification pour ne pas commettre. Là, il va manquer plein de pages. C'est un peu le chaos, mais j'ai l'impression que ces manques sont en partie voulus lors d'une relecture par Alex Manuel. Parce que le tapuscrit tel qu'il a été déposé, c'est l'ensemble du tapuscrit que Manuel a remis à Luc Chesset. Et je pense que c'est un peu voulu, puis qu'il y avait encore un travail prévu, je ne sais pas. Mais enfin, on reprend à la page 294 d'une manière un peu pas abrupte. Probable liaison quand même. D'une manière un peu abrupte. C'est le P d'abrupt qui avait anticipé un peu. Quelle chose étonnante, apparemment si contraire à notre intérêt, à notre instinct le plus fort. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui meurt? C'est le corps. Mais est-ce que moi, je meurs? Oui, si je suis le corps, je meurs. Mais suis-je le corps? Existe-t-il quelque chose en moi qui n'est pas le corps? Dans ce cas, ce quelque chose survivrait-il à la mort du corps? Comment le trouver? Seulement en mourant. Comment mourir? Comment faire l'expérience de la mort et en revenir? On est très près de la mort. On l'a subit presque dans l'anesthésie générale. Y trouverait-on la réponse? 3 fois, dernièrement, je suis monté, tard dans la nuit, à l'amphithéâtre de chirurgie désert. Ayant assisté à quelques opérations, j'y ai vu endormir des malades. Je sais comment fonctionne l'appareil anesthésique.
J'espère qu'il ne viendra personne. Dans la pénombre, je m'assieds près de l'appareil, sur un petit escabeau presque par terre, et m'applique le masque. Je me donne le gaz le plus inoffensif, le protoxyde d'azote, mélangé à de l'oxygène. Extraordinaire expérience. Je vais et viens entre la conscience et l'inconscient. Dès que je suis inconscient, ma main qui tient le masque retombe et bientôt je me réveille. Je me réveille parfois par terre, à plat sur le pavé de l'amphithéâtre, encore ébloui d'une lumière, d'une joie qui me font défaillir l'esprit. Je dis des choses comme prodigieux, zut, zut, indicible. Et en revenant à moi, je ne peux rien dire d'autre, mais j'ai une conviction absolue. Chaque fois, en sortant de l'inconscience, je sens, je sais alors que l'existence est quelque chose de sublime, que nous faisons partie d'une totalité harmonieuse et merveilleuse qui dépasse infiniment notre intelligence. Penser qu'il y a de cela derrière nous, cette profondeur, cette beauté, que nous sommes ce secret, que nous sommes chacun de nous l'expression de cet inexprimable mystère. M'étant promis de rapporter si possible quelque chose de cette expérience, je prenais sans allumer le papier et le crayon posés près de moi et écrivais tant bien que mal des bribes de phrases que réveillé, j'ai recopiées. Bribes réunies de mes 3 expériences. Cela est certainement une révélation, mais de quoi exactement? Que dans l'inconscience, où le moi disparaît, on entre dans un abîme de joie, d'amour, de beauté qui toujours dépasse ce qu'on peut en dire. Et pourtant, tout en ne comprenant pas, je sais. C'est une certitude. J'ai été là, j'ai vu, je suis cela. Certitude, et j'en donnerai ma tête à couper, de l'existence d'un au-delà, d'un autre monde et d'une autre sorte de connaissance. Toujours, au moment de perdre conscience, le contact féerique avec cela, la chose incompréhensible mais amie, la joie merveilleuse de l'enfance, d'avant l'enfance, d'une autre vie, où l'on se retrouve comme par une mémoire, rideau après rideau qui se lève, et toujours quelque chose au-delà, une harmonie de plus en plus rayonnante, qui est le sens profond, caché et dernier tracé des choses. Conclusion. Nous sommes à la fois mortels et immortels. Comme le corps, le moi meurt, disparaît complètement. Mais quand il est mort, il reste quelque chose qui est conscient. C'est ce qui pense tout au fond de nous. C'est peut-être l'âme des spiritualistes et peut-être une pensée impersonnelle ou suprapersonnelle, nous n'en savons rien. Et en tout cas, il est immensément joyeux, comme une goutte d'eau fait partie de l'océan. Il fait partie de quelque chose qui le dépasse. Ces expériences me mettaient dans une exaltation de tout mon être et me faisaient apparaître insignifiante la mort. J'avais envie d'embrasser tout le monde. Cette euphorie durait quelques heures, quelques jours, je vivais comme dans une lumière et ne pouvais penser à autre chose. J'avais la certitude absolue que la vie et la mort ne sont que les 2 faces d'une même réalité et que nous sommes éternels, non pas en tant que personne, mais en quelque chose d'infiniment plus grand et plus beau que nous, dont notre conscience ordinaire est inconsciente. J'ai quand même le sentiment, arrivé là, que je suis en train de relire un chapitre que j'ai déjà lu. Mais ce n'est pas grave, comme je vous l'ai dit, si vous avez déjà entendu ces lignes, vous pouvez passer à l'épisode suivant. Sinon, vous aurez le plaisir d'écouter 2 fois les étranges expériences de Alex Manuel, qui s'auto-anesthésie pour se persuader qu'il existe un au-delà. 13 novembre 1929, Connor m'a demandé si un autre poste de médecin résident m'intéresserait. Il y en aura un ouvert au Doctors Hospital le 1er janvier. Il y soigne ses malades privés. C'est un stage très recherché et la concurrence est serrée lorsqu'un poste est vacant. Un très bel hôpital, la clinique de la Société, servi par les meilleurs toubibs et professeurs de New York. C m'y introduirait sans autre formalité. Je lui ai demandé quelques jours pour y réfléchir. Cette proposition me plongea non pas dans la joie, mais dans la confusion. Je ne savais vraiment pas que faire. Où était ma voie? Que voulais-je faire de ma vie? Mes camarades ne comprenaient pas mon hésitation. Mais c'est la chance de ta vie, d'être aidé ainsi à faire un bon départ, surtout par les temps qui courent. C'était la crise. Le marché à la bourse de New York venait de s'effondrer et l'avenir des affaires paraissait noir. Comment ne pas accepter une pareille offre qui ne pouvait que me faciliter les choses? Une fois consacré interniste et introduit dans la société new-yorkaise, j'ouvrirai un cabinet de consultation sur la Park Avenue et connaîtrai bientôt la fortune et les honneurs, marié peut-être à une fille bien convenable.
Toutefois, la perspective de continuer encore 2 ans dans un hôpital à temps plein ne me tentait guère. J'étais assoiffé d'indépendance, de grand air, de calme et de méditation. Ce but me paraissait très proche maintenant. J'allais terminer mon internat dans quelques semaines, puis je prendrais peut-être un poste de médecin de bord et voyagerais un peu. Rien ne m'empêchait d'errer un peu à l'aventure dans les pays nouveaux avant de m'établir quelque part. La vie s'ouvrait devant moi, aventureuse et libre, et le temps ne comptait pas. Un médecin peut toujours être utile quelque part. Très bien, mais ne serait-ce pas manquer à la chance de ma vie? Dans mon décision, je consultais une amie qui me semblait douée d'une grande intuition, peut-être même de facultés paranormales. J'avais assisté récemment avec elle à une expérience intéressante. Elle avait acquis une Ouija board, ou planchette, petit appareil de communication avec l'au-delà, ou l'inconscient, et avait été initiée à son usage. Une Ouija board. Un soir, elle était en train de me le démontrer quand soudain le petit verre se mit à épeler, avec une telle frénésie que nous avions de la peine à le suivre. « Marion, ma chérie, chérie, c'est Marion ». On eût dit un SOS en morse. Marion sut aussitôt, sans doute possible, qu'il était arrivé quelque chose à sa mère qui habitait en Californie. Elle essaya de lui téléphoner, sans succès. Quelques heures plus tard, elle recevait un télégramme annonçant que sa mère venait de mourir dans un accident d'automobile. Je demandai donc à mon amie ce qu'elle pensait de la proposition du professeur Connor. Elle resta silencieuse un moment, puis suggéra que nous essayions de la planchette pour voir si notre inconscient aurait quelque chose à dire. Nous nous mîmes en état d'esprit neutre dans lequel il faut se maintenir. Suis une phrase barrée. Pour éviter d'influencer physiquement la planchette, je n'y mis pas la main cette fois. Marion seule la touche. Après un moment d'attente, ces mots furent épelés. Ne réfléchis pas, suis ton cœur. Mon cœur voulait-il réussir dans le monde ou rester libre et chercher sa propre vérité? Je savais la réponse, mais afin d'éliminer toute malentendu possible, je posais encore cette question. Aller dans le monde ou rester dans mon coin? La réponse fut immédiate, ton coin. C'était bien, en effet, ce que secrètement j'avais toujours désiré faire. Et la décision prise, j'eus une grande paix dans le cœur. Le dire au docteur Connor fut une autre affaire. J'en garde une impression de malaise et l'espoir que mon refus ne ressemble pas trop à de l'ingratitude. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette petite lecture d'1 heure. Donc, comme je vous l'ai dit, il n'est pas tout à fait exclu que j'ai déjà lu cette partie, parce que les souvenirs me sont remontés à la tête avec la planchette Ouija. Mais peu importe, ça sera la 4e partie que nous lisons. Nous sommes en décembre 2022. La première partie, je l'avais lue ce printemps, je pense, donc il y a quelques mois qui se sont passés. Donc, vous excuserez mon inexactitude. Puis, on pourrait aussi l'effacer sans autre en vérifiant, mais on ne va pas jeter à la poubelle tout ce bel effort de lecture qu'on fait ce matin avec Sébastiano ici à la régie. Donc, c'était la 4e partie de Hollywood Aller-Retour Souvenir de Alex Manuel. Et nous passerons à la fin de la lecture, je pense, du manuscrit la prochaine fois, où là, il va y avoir pas mal de pages qui manquent à nouveau, mais on va finir quand même ce qui nous aura été donné de lire de ce tapuscrit. Je vous remercie d'avoir écouté ou d'avoir réécouté cette partie. On va quitter le docteur Manuel qui va donc, si on comprend bien, quitter l'internat et partir dans son coin pour rester un homme libre, persuadé que l'au-delà existe et que les connaissances paranormales sont très utiles pour gouverner sa vie. À bientôt pour de nouvelles aventures américaines. C'était Make TV Great Again. Merci à tout le monde. Merci à Mélanie. Merci à Sébastiano. Merci à Charlotte, qui est notre stagiaire actuellement. Merci à Laura, Christian et Nouria, qui travaillent en Suisse alémanique lointaine. Et on se retrouve mercredi prochain avec un invité. D'ici là, passez une bonne semaine et à bientôt. It may get bigger, it may get a little bigger, it may not get bigger at all. We'll see what happens. But regardless of what happens, we're totally prepared.